et générique. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir ce nouvel épisode de cette émission que vous connaissez très bien, La Bande des Quatre. Alors, je suis très content parce que déjà, je renoue le dialogue avec Zoé, qui est venue dès le début de la seconde saison. Mais il y a deux autres personnes qui étaient là déjà la première saison. Je crois pas. Stéphane, non, je crois que c'est la première fois. C'est ma première. C'est la première, oui, parce que comme tu es déjà venu chez Micro-ciné, voilà, j'ai fait un espèce d'amalgame. Donc, Stéphane Michel, qui était déjà venu plusieurs fois sur la chaîne, et première fois en tout cas dans la bande des cases. Je rappelle, Stéphane Michel est critique de cinéma pour la revue On se fait un ciné. Vous connaissez très bien cette revue. Toutes les informations sont dans le descriptif. Donc, Stéphane est là avec nous ce soir. Il y a aussi Élie Bartin qui, lui, est déjà venu et sur la chaîne, mais aussi sur la chaîne avec la bande des quatre, et qui est critique de cinéma pour les Cahiers du cinéma, pour Super Seven et pour un troisième site, il faut absolument que je le cite, On se fait un ciné. D'ailleurs, je salue Thierry de Pinsan. Il comprendra pourquoi j'insiste là-dessus. En tout cas, je suis très content. Élie, qui est en direct d'une gare. Donc, il y aura certainement un bruit de fond, mais soyez gentils avec lui. En tout cas, il a accepté d'être là ce soir et je suis très content. Et Zoé, qui est déjà venue plusieurs fois sur la chaîne et avait dans l'émission La Bande des Quatre, qui est écrit pour la revue de Tsunami. Merci à toi, Zoé, d'être là. Merci à vous trois. Je pose toujours la question, même si c'est chaotique, mais il faut la poser. Mais comment allez-vous, chers amis? Ça va bien et on espère qu'il en est de même pour toi. Nous, de mon côté, on a eu un complet ce matin à 10h pour Égoïste. Donc, le cinéma a l'air d'aller pas mal. Voilà. D'accord, oui, je rappelle que tu travailles pour le M4 de Beaubourg. On va parler donc de 4 films, dont certains sont déjà sortis depuis un certain temps, mais on s'en fout un peu. On est là aussi pour archiver les choses et c'est très bien. Un simple accident de Jafar Panahi, qui est sorti le 1er octobre. C'est son 12e film. Santo Actu, Coup d'État, qui est sorti aussi le 1er octobre, un film réalisé... alors, c'est un film assez atypique, composé de montage d'archives réalisé par Johan Grimond-Prez, et qui était déjà sorti, qui avait déjà été diffusé sur Arte avant la sortie, si je ne me trompe pas. Ça aussi, c'est intéressant, on pourrait peut-être en parler. Nouvelle Vague. Donc, Nouvelle Vague de Richard Linklater qui doit en être à son 24e ou 25e film, quelque chose comme ça. Et on va en parler, bien évidemment. Et The Last But Not The Least, la petite dernière, qui, pour le coup, est vraiment le film qui est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le 22 octobre, si vraiment je ne me trompe pas, qui est le 3e long métrage de fiction de la comédienne et cinéaste Hafsia Herzi, et qui, je sens, va susciter un débat passionnant, on va dire ça comme ça. Bon, on va commencer par un simple accident, le film de Jafar Panahi. On montre la bande-annonce et ensuite on commence à en parler. C'est parti. ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمت گوشم هم نخورده پا قشنگه رو پیدا کردم تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من به جرم اجتباه تبانی تبلیغ علیه نظام منو گرفتن فقط میخوام کمکم کنید ببینم خودشه یا نه که پاقو را زر آورده اینجا گلی یه لحظه باز کن دیگه اینا خب اول باید مطمئن بشیم تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مصنوعی باشه حق نداره بهش دست بزنه تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست خسته نباشید من کارم عکاسی و فیلمبرداری از عروسیه اومدیم اینجا 2 تا عکس بگیریم میریم سریع اینجا آره ویو به این قشنگی کجا بره زندگی منو به گو کشیده حالا هم بره من 1-2 نفر می خودش یعنی دست بردار نیستم این چه شده واقعا که ولی اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم به این 5 دقیقه وقت بدین هممون رو اعدام میکنه از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی
Iran de nos jours, donc un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Cependant, face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe et ensuite le film commence une espèce de démarche à laquelle vont se greffer d'autres personnages qui auraient peut-être subi la torture de ce personnage. Je vais commencer à en parler un tout petit peu et ensuite à vous, bien évidemment, de prolonger la conversation. Puis voilà, on fera le débat. Il est important, je pense, de préciser qu'il y a eu plusieurs comme ça périodes dans la vie de Jafar Panahi et là, avec Un simple accident, il revient vraiment à une fiction assez prononcée après avoir fait quelques films de fiction au début de sa vie, puis arrive 2007-2008 où il est condamné. Et là, d'autres films vont arriver, qui sont généralement des films qui ont été faits sans autorisation. Et la troisième partie, c'est Un simple accident, où, si je ne me trompe pas, c'est vraiment son premier et véritable film qu'il fait en dehors, qu'il fait avec une forme d'autorisation officielle. C'est passionnant. Alors, c'est passionnant d'un point de vue dialectique, bien évidemment, parce que moi, j'avais très envie de voir comment le cinéma de Panahi s'est transformé entre la période où il avait subi ce procès, il a été condamné et il n'avait pas le droit de sortir et de faire de cinéma. Et puis il y a eu cette dernière période où, pour le coup, il a l'autorisation officielle de faire du cinéma. Comment ce cinéma se transforme à ce moment-là? Et je m'aperçois, et c'était assez intéressant de voir qu'il avait besoin de revenir à la fiction, donc de revenir à ses premiers amours, on va dire en quelque sorte, avant ce procès. Et là où je suis un peu dubitatif par rapport à ce film, c'est que j'ai cette sensation un peu bizarre, et je reste vraiment sur la dialectique, pour le coup, la dialectique, qu'à partir du moment où il a cette autorisation officielle de faire du cinéma, qu'il ait envie de raconter cette histoire, et ce qu'il raconte dans le film, bien évidemment, il ne suffit pas de sortir de l'ENA pour comprendre que ça parle beaucoup de lui aussi, et de comment il doit voir, comment il doit questionner aussi le regard de ces personnes qui ont fait en sorte qu'il n'ait pas le droit de faire du cinéma, mais il en a quand même fait. Et je trouve qu'à partir du moment où il a recouvré une certaine liberté, j'ai l'impression qu'il essaye de retrouver la fiction de sa première période, et je trouve qu'il a beaucoup de mal à sortir de son scénario. Je trouve que le scénario est assez passionnant en soi, parce qu'il y a comme ça plein de personnages qui sont greffés autour de cette question importante qui est qu'est-ce qu'on fait de ces images-là? Est-ce qu'on les conserve et on finit par vivre avec, ou est-ce qu'on les détruit, c'est-à-dire est-ce qu'on fait en sorte que ces images qui nous ont violentés, on les détruit, on les sort de nos cadres? Et je trouve que cette question est intéressante parce que cinématographique, mais j'ai l'impression qu'il a du mal finalement à utiliser pleinement le cinéma pour peut-être y apporter un élément de réponse. Et le film donc tourne en rond. Je trouve qu'il y a un véritable problème de rythme et dans son scénario et comment ensuite il essaie de retranscrire ça à l'image. Et c'est ça qui Je trouve que c'est un film qui est bizarrement correct, mais je ne m'attendais pas à ce genre de cinéma, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu. J'ai l'impression qu'il retrouve une forme de classicisme et qu'il est complètement perdu entre le cinéma d'avant la prison, ce qu'il a fait avec les documentaires qui sont pour le coup assez particuliers, et j'ai l'impression qu'il se perd dans cela. Je ne parlerai pas de la Palme d'Or, je ne parlerai pas de tout ça parce que je trouve qu'on sort un peu du film à ce moment-là, mais moi j'avais vraiment envie de savoir, et maintenant qu'est-ce qu'il fait, comment va faire Jafar Panahi, comment Jafar va faire du cinéma. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était une forme de transition, qu'il a peut-être le prochain, on verra autre chose, mais là j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à sortir pleinement de quelque chose, de profiter et de déconstruire surtout, parce que c'est quand même un cinéaste qui a toujours été le champion du monde pour déconstruire le scénario initial et d'en faire quelque chose de beaucoup plus, de moins cloisonné. J'ai l'impression que c'est un scénario qui est cloisonné, ces personnages hurlent énormément, et par exemple il y a ce personnage de Hamid qui est celui qui veut absolument se venger de tout, et il ne sait pas quoi en faire de ce personnage en fait, ou alors il est là il est une espèce de vecteur entre tous les autres personnages, mais il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi faire de ces personnages. Il est comme le premier personnage du film, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et alors,
pour le coup, d'un point de vue dialectique, ça peut être passionnant, ça aussi. Un cinéaste qui dit, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Mais pendant 1h30, 1h40, ça commence à être un peu redondant. Donc, je l'ai vu 2 fois. Et à chaque fois, j'ai toujours ce sentiment-là. Voilà. Bah, déjà, je trouve qu'il y a quand même 1 ou 2 scènes où justement il arrive quand même à faire interagir autre chose. Je pense notamment au tout début quand, il prend la décision, de rouler sur, comment il s'appelle? Egbar, c'est ça? En fait, on est dans la voiture et il y a un espèce de temps mort où il se passe rien et on voit un chien qui traverse et là, ça crée une tension tout d'un coup parce qu'on se rappelle du chien qui s'est fait écraser, précédemment, au tout début voilà et en fait, il se passe complètement autre chose. Donc là, effectivement, je trouve quand même qu'il y a ce que tu dis, dans certaines scènes, c'est pas tout à fait vrai. Après, je suis assez d'accord que c'est un film complètement de scénario, et mais en même temps, je trouve que c'est un film, qui travaille beaucoup la question du conte et du conte moral, un peu à la Voltaire et cetera, dans le sens où, c'est, vraiment un travail sur les personnages et sur, les «péripéties» entre guillemets qui, pour moi, travaillent dans ce sens-là. Par exemple, à un moment donné, quand il est devant la maison de Egbar, hem, je sais plus exactement ce qui se passe, mais j'avais remarqué que c'était complètement incohérent, en termes de scénario, en termes de raccord, enfin, je crois qu'il était dans la voiture et il attend toute la nuit, devant, enfin, je sais plus, il y a quelque chose qui m'a un peu enfin, je comprenais pas tout à fait, comment dire? La, la continuité entre les 2 scènes et donc je pense vraiment que faut le prendre un peu comme un conte moral, qui du coup est forcément très cloisonné dans le scénario puisque, ça demande une structure très, très structurée, si je puis me permettre le mot, qui n'est pas très joli. Ouais, enfin, j'ai pas trop vu comme une idée de conte, mais je trouve l'idée de Zoé assez intéressante aussi. Mais je vois ton point de vue aussi, Samir, sur le fait que ça soit un film qui soit très axé sur le scénario, parce que les personnages, par exemple, sont très caractérisés. C'est peut-être aussi ce qui crée un débalancement avec le personnage d'Hamid aussi. On pourrait penser que cette colère sous-jacente au personnage d'Hamid aurait pu coller à certains des autres personnages aussi pour qu'ils puissent exprimer des autres sentiments. C'est là où le personnage d'Hamid tend à être un peu de trop et que l'on sent à la fin du film qu'il l'abandonne, quoi, finalement. Et peut-être, oui, ça pose des questions intéressantes, mais il sort du champ sans vraiment qu'il y ait une finalité à son arc, contrairement aux autres personnages du film, qui eux, je pense, en plus, ont une représentation qui sont quand même intéressantes, quoi. Le garagiste qui est un peu cloisonné, la photographe de mariage et le couple qui va se marier, qui eux prétendent peut-être à un avenir un peu plus à une transition, quoi, finalement, de leur côté. C'est justement comme c'est en soi un film de transition, ces personnages-là sont intéressants aussi, et c'est pour ça que le personnage d'Hamid, je pense, est un peu de trop finalement parmi eux. Mais le film est tellement lourd au niveau de son sujet, au niveau de la culpabilité, des traumas que les prisonniers ont pu vivre, et puis de comment réagir face à un potentiel bourreau, comment être sûr de l'identité de son bourreau, que finalement ça doit pas être simple pour un film de transition de cette envergure de trouver une mise en scène adéquate pour Panahi, je pense. Bah, moi, pour réagir un peu à ça, je dirais que le mot conte, c'est pas forcément celui que j'emploierais, je dirais peut-être plus fable, en fait, pour parler du film. Parce qu'il y a quand même l'idée d'une morale à la fin, etc. Et le rapprochement à Voltaire est pas déconnant du tout, je suis assez d'accord avec Zoé. Mais là où je rejoins plutôt Samir, moi, sur le cloisonnement scénaristique, c'est qu'en fait, au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression que Panahi a le cul entre deux chaises, entre son espèce d'instinct du réel, cette espèce de volonté de chroniquer l'Iran, et justement cette volonté d'en sortir un peu à travers l'idée de la fable, de transcender ça, qui fait que ça donne une espèce de film à double régime. Moi, je trouve que les scènes les plus intéressantes du film sont celles filmées dans la rue, notamment le moment où ils vont tracter la voiture là en pleine rue, et on se dit mais là d'un coup il y a une vraie exposition au danger, il se passe quelque chose. Alors que la partie dans le désert, où il se met à faire une sorte de théâtre de l'absurde, où il vient à citer Beckett frontalement, je trouve un sommet de didactisme un peu paresseux, je trouve, qui moi m'énerve profondément. Mais je trouve que c'est à ce moment-là que en fait Panahi tombe dans un écueil qu'il aurait pu éviter. Je trouve que le film a un potentiel ludique qu'il n'embrasse jamais,
Je pense au tout début du film, cette scène où on découvre Eqbal à travers un grincement, enfin, le couinement de sa jambe, qui en fait presque un espèce de thriller Hitchcockien à ce moment-là. Enfin, on a l'impression d'avoir un MacGuffin mystique qui nous propulse dans un film fantastique, qui derrière va revenir par à coup avec le moment notamment où le seul moment où Hamid je trouvais intéressant, c'est quand il va toucher le corps de Eqbal pour le reconnaître, et que pareil, on a l'impression qu'on va rentrer dans la chair de l'Iran à travers ce bourreau qui, mine de rien, est un mutilé aussi finalement, donc ça raconte quelque chose de cette violence d'État. Et une fois qu'il a fait ça, c'est comme s'il abandonnait cette espèce de justement de rapport corps humain et esprit à la fois vengeur et en même temps politique, pour foncer dans une démonstration de force qui passe par l'expressivité, une forme de théâtre un peu bourrinos quand même, on va pas se mentir, hein, où justement oui, ça se met à crier, à être véhément, et qui en même temps, je trouve, l'étrangeté du film, c'est son statisme. Pour moi, la scène dans le désert, ce qui me choque le plus, c'est que ok, le cadrage est très précis, le plan large est très intéressant et très beau en soi, autant il fait pas grand chose de ces personnages-là, et il y a un peu un truc, c'est chacun prend le bâton de parole les uns après les autres, exprime son idée claire sur le sujet, et derrière, en tant que spectateur, on est juste là à attendre passivement. Il n'essaye pas de nous impliquer vraiment, je trouve, dans cette histoire-là, et je trouve ça presque, comment dire, j'ai un peu l'impression que c'est Papy Panahi nous donne la leçon sur un peu ce qu'il pense de son pays à travers des archétypes, et il manque justement, ce que disait Samir, je pense que la dialectique va pas assez loin, il n'arrive pas à pousser le questionnement et à en faire des questionnements autrement, et des questions peut-être d'ordre justement cinématographique et même profondément éthique, autre que des questionnements, des questions qu'on se pose d'humain à humain sur des sujets finalement quand même dont le cinéma iranien nous parle beaucoup ces dernières années, je trouve. Voilà, je trouve que c'est là où le film pour moi finit par en fait s'effondre un petit peu, et même si à la fin il essaie de revenir un peu à cette dimension un peu ludique, fantasmagorique, avec cette espèce de plan final qui est assez intriguant, j'ai l'impression qu'il manque un film entre les deux, en tout cas une série de séquences pour que vraiment ça prenne corps et que le film nous embarque pleinement et en tout cas moi me fasse me questionner plutôt que de me sentir assailli de réflexion. Je suis pas sûre de comprendre où tu vois pas qu'il continue la fibre ludique dans son film, parce qu'il y a quand même pas mal de moments qui sont très drôles. Enfin, je sais que moi, la salle avec moi, elle riait à fond, quoi. Et notamment, enfin, je repense à toutes les séquences où, à chaque fois qu'il y a une interaction avec un individu, enfin, un groupe d'individus en dehors de leur petite caravane, c'est toujours pour le même sujet, c'est-à-dire qu'ils vont lui demander de l'argent ou les taxer hyper cher, enfin comme dans une espèce de pot de vin continuel, comme si la société iranienne ne fonctionnait que par pot de vin et par une circulation monétaire comme ça, semi-traditionnelle, de l'extorsion, quoi. Enfin, donc je trouve qu'il y a quand même des effets comiques pendant tout le long du film qui se suivent, donc je suis pas sûre de comprendre ton argument de dire qu'il perd le côté ludique du truc, mais c'est juste une question que je te pose, hein. En fait, non, je parlais ludique d'un point de vue purement formel et à travers la mise en scène plus que par la dimension comique, où là je suis d'accord, oui, le film arrive à distiller des effets comiques. Je pense à cette séquence avec les deux gardes de parking là, enfin, les deux gars qui marchent très bien par exemple. Mais moi je parle vraiment d'un pur point de vue justement à travers ces choix de mise en scène de nous stimuler en permanence. Je trouve que le film s'épuise vite pour arriver à cette espèce de ce bloc central théâtral, où là d'un coup le film se repose plus que sur une sorte de logique purement illustratif presque, ou en tout cas très théâtral, sans aller beaucoup plus loin, et il abandonne clairement cette espèce de rapport un peu étrange et ambigu avec le corps de ces comédiens qui sont tous en un sens intéressant. Moi je trouve que la plus belle idée du film, et qui n'est pas très exploitée, c'est cette idée que le garagiste a un problème de dos en fait, et physiquement amène quelque chose. Et je trouve que le film on fait pas grand chose finalement de ce truc-là, à part nous le dire à plusieurs reprises, mais dans la forme, ça se ressent pas, dans les mouvements, dans les déplacements des personnages. Pareil pour cette photographe, j'ai l'impression que ces personnages n'ont aucune incarnation réellement physique et sont réduits à leur fonction scénaristique pour faire exister le débat que le film veut enclencher. C'est là où je trouve qu'il manque un peu de ludisme pour moi, et qu'il va pas assez. Je trouve qu'il rate un peu quelque chose par excès en fait presque par trop bonne volonté de raconter quelque chose au public. J'ai l'impression, pour être sûr qu'on comprenne, j'ai l'impression qu'il se laisse trop aller à la facilité du dialogue et parce que du coup moi j'ai pas l'impression de converser avec le film. C'est vrai, il y a un côté très littéraire justement dans le scénario. Il y a un côté thèse, antithèse, quoi. Enfin vraiment très écrit.
Mais je suis assez d'accord avec Zoé. Et ça, en revoyant la bande-annonce, ça me surprend au point à laquelle cette bande-annonce insiste beaucoup là-dessus, mais sur les traits d'humour, justement. Où là, ces traits d'humour qui ponctuent le film montrent aussi l'absurde de la situation. Et je pense que Panahi a aussi voulu jouer sur l'absurdité de l'axe principal du film, quoi, d'avoir un bourreau potentiel qui est entre les mains de personnes qui eux-mêmes pourraient devenir bourreaux. Et c'est justement ces figures d'autorité que Zoé cite, qui sont toujours contournées par des pots de vin, par des transactions, apportent justement un élément assez pas burlesque, mais absurde. Et je trouve que Panahi arrive quand même à jouer pas mal là-dessus pour dynamiser, justement, peut-être impliquer un peu plus le spectateur. C'est surtout par l'intermédiaire de ce jeu de l'absurde que le spectateur va être amené à participer un peu plus et à rentrer un peu plus dans l'histoire, je trouve. Et mais par contre, là où je trouve que malgré tout, oui, ça reste statique, ça reste très théâtral, comme il disait, particulièrement dans les scènes de désert qui, elles, sont très statiques. Il y a quand même une dichotomie qui est assez intéressante entre ce tribunal en mouvement que représente le van et justement ce questionnement qui est très posé dans la deuxième partie du film, où là le prisonnier reste statique, et ça va être le bourreau reste statique, et les ex-prisonniers vont tourner autour de lui pour essayer justement de trouver une finalité à toutes leurs interrogations autour de lui. Donc je trouvais cette division en deux parties du film entre un tribunal en mouvement représenté par le van et ses staticités du désert était quand même assez intéressante du point de vue de la mise en scène. Et justement, en parlant d'absurde, je trouve quand même que il est très didactique, mais j'ai un peu l'impression que la dernière scène vient justement dire, en fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est posé comme question philosophique, en fait, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est face au bourreau et qu'on peut lui donner la mort concrètement? Et on parlait du fait qu'il avait cité Beckett explicitement, et que c'était, enfin, je sais plus qui en a parlé et qui ça gênait, mais en fait, quand on revoit la scène finale, bah, c'est Beckett, mais sans le dire. Et il est assis, adossé à un arbre, et il refait Beckett, mais cette fois sans le souligner. Et en fait, la vraie absurdité, elle est là. C'est-à-dire que, en fait, justement, physiquement, qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'on a posé toutes ces questions morales, éthiques, etc., quand on peut physiquement prendre les décisions qui vont avec tous ces questionnements qui sont très didactiques, très cours de philo, etc. En fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on a la chair devant soi, d'une certaine manière? Je vois ce que tu veux dire, Zoé, mais je trouve que c'est là où le film devient presque un peu hypocrite, dans le sens où, pour moi, le film nous fait jamais vraiment douter sur l'issue de ce qu'ils vont faire. Et justement, c'est là où je trouve le film un peu trop didactique et presque paresseux. C'est qu'en plus, cette espèce de sous-intrigue rajoutée sur la famille d'Eqbal et sa femme qui va accoucher, etc., je trouve ça vraiment, mais extrêmement vulgaire dans cette manière de nous mettre face à cette espèce d'idées qui vont sauver, du choix moral à faire. Et je trouve que là, pareil, c'est une intrigue qui, en fait, alourdit un peu ce récit et continue de nous faire aller dans cette espèce de faux questionnement moral où finalement, on se doute vraiment, moi j'ai jamais douté une seconde que Panahi allait être du côté du bien, entre guillemets, à la fin. En tout cas, ne va pas franchir un cap parce que c'est pas son rôle et c'est pas ce qu'il a envie de raconter à la fois de lui et de son cinéma, je pense. Et c'est pour ça que je trouve que le fait d'avoir cette espèce d'enchaînement, d'empilement, de questionnement et à la fin nous exposer à ça marche pas trop pour moi, et je me sens presque floué en fait par justement la démarche au bout d'un moment. Le tribunal dont tu parles, Stéphane, mais qui se retrouve à l'intérieur d'un van, c'est très beau parce que ça peut rappeler aussi le mode opératoire de certains derniers films de Panahi, à savoir ça commence quand même avec Ceci est un film, on filme de là où il est en résidence surveillée, donc il y a toujours ce rapport à cela. Qu'est-ce que je fais de l'extérieur? Et je suis d'accord avec toi, Élie, pour moi, il y a deux plans que je trouve vraiment très magnifiques. Enfin, magnifique d'un point de vue dialectique. Le premier, c'est exactement ce que tu évoques, c'est-à-dire un plan de hauteur où tu vois des passants, donc là, pour le coup, vraiment le réel, qui sont en train d'aider les personnages de fiction. Et je trouve ça très beau que le documentaire est en train d'aider la fiction à marcher.
Il faut que la fiction marche. Donc, le documentaire va l'aider. Et je pense que le film est traversé constamment de ça. Il y a 2 moments. Il y a une séquence avec Hamid où ça se passe dans le désert. Et Hamid, il est le moteur d'un travelling, d'un panneau, où on entend donc pour la première fois la photographe parler de Beckett avec Hamid. Et puis à un moment, Hamid se retourne, ou c'est l'inverse, peu importe, se retourne vers le couple de jeunes mariés, on va dire ça comme ça, où là, à ce moment-là, la femme annonce à son mari, son futur mari, qu'elle a été agressée sexuellement en prison, qu'elle a été violée. Et Hamid est le panneau de tout cela. Il y a d'un côté le didactisme avec l'intrusion de Beckett pour bien faire comprendre aux dernières personnes qui n'auraient pas forcément compris ce chaos absurde, et cette dramaturgie excessive avec l'annonce du viol. Et je trouve que la séquence finale, l'avant-dernière séquence, on voit quand même le tortionnaire qui a toujours les yeux bandés. Et d'abord, le premier personnage qui l'a reconnu, puis ensuite la photographe. Même si là, on est vraiment dans une configuration de fiction, ça doit être passionnant. Enfin, pour un acteur d'avoir les yeux bandés, de ne pas voir quand même son collègue ou sa collègue jouer, c'est quand même c'est un mélange entre fiction et documentaire pour le coup. Et pour moi, ce film ne fait que ça. Il oscille entre le réel et le documentaire. Parce que dans la vie de Panay, il y a eu 2 moments importants. Il y a eu avant la résidence surveillée et pendant la résidence surveillée, à savoir entre la fiction classique, pure, importante, et le documentaire, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et ensuite, le documentaire s'est transformé aussi un peu en documentaire et tout. Et je trouve que ce film-là est le film de la transition. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui ne sait pas comment, je pense, gérer l'après de tout cela. Et donc, il reprend ce qu'il a construit, à savoir le documentaire et le réel. Et il y a des moments vraiment intéressants dans le film et d'autres qui, peut-être, sont un peu plus prononcés. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film, pour le coup, un peu expérimental, mais qui peut peut-être lasser. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir aussi. Et il sera intéressant de le voir à l'aune des films à venir de Panahi également, pour voir justement qu'est-ce qui restera de cette transition et de ces hésitations, finalement. Les hésitations qui sont observées du point de vue de la mise en scène et du point de vue des personnages, ce sont aussi les hésitations de Panahi d'une certaine manière. Donc, il serait vraiment intéressant de replacer ça dans une filmographie à venir. J'ai bien aimé ton lapsus, la mise en scène. Très involontaire, mais merci. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va rester sur la mise en scène de Jafar Panahi. Merci beaucoup Stéphane, et merci Zoé de l'avoir soulevé quand même. On va passer donc au deuxième film, Soundtrack to a Coup d'État, réalisé par Johan Grimonprez. Le film est sorti aussi le 1er octobre en France, mais il était déjà diffusé sur Arte depuis un certain temps, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il est encore disponible, mais il faudrait vérifier. On regarde la bande-annonce et ensuite on écoute Zoé. One of America's most popular emissaries arrives in the troubled Congo on the State Department's goodwill mission. Louis is found swinging outraged Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic. The people of the Congo are entitled to build up their country in peace and freedom. Hold me close and hold me fast. We were to go to Elizabethtown to attend a concert given by Louis Armstrong. How much money do the Central Intelligence Agency has poured into the Congo? I don't know. Are you prepared to say? I certainly, of course, don't know. I wonder if it's quite honest to represent our policy as completely angelic. And seated out on the terrace was a man I recognized. He said, well, you have to assassinate Lumumba. He used those words? Yes. But who ordered him? He said, President Eisenhower. In the UN, when Khrushchev took off his shoe and was beating that shoe, and the interpreter said, "How dare you!" Talking about America. Khrushchev was saying, "I love you," but it was the interpreter who hated America. You understand what I mean? But did he have rhythm?
is my business. Конец Владимира колониальному рабству! Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше! Alors, je vais quand même donner le synopsis. En 1960, aux Nations Unies, le Sud, c'est-à-dire les pays du Sud qui étaient colonisés, déclenche un séisme politique. Les musiciens Abbey Lincoln, la musicienne Abbey Lincoln et le musicien Max Roach s'incrustent au Conseil de sécurité, tandis que les États-Unis envoient l'ambassadeur du jazz, Louis Armstrong, au Congo pour détourner l'attention de leur premier coup d'État post-colonial africain. Zoé, c'est à toi. Déjà, moi, je tiens à dire que c'est presque un film parfait, en fait. Enfin, je vois pas quoi dire qui va dans un mauvais sens, voilà. Il y aurait plein de choses à dire. En fait, le principe, c'est d'investiguer non pas seulement les images qui ont fait cette époque, qui ont mené aussi d'une certaine manière, qui ont donné lieu, en fait, à l'assassinat de Lubumba. C'est aussi écouter l'ambiance, l'atmosphère auditive qu'il y avait à l'époque, et je trouve que c'est un geste de cinéaste assez impressionnant dans la mesure où on parle beaucoup de la culture visuelle, de comment ça peut influencer politiquement les décisions, la société, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on parle très peu de ce que l'ambiance sonore peut créer en termes de conséquences politiques d'une manière ou d'une autre, et donc partir de ce principe-là pour essayer de remonter et de comprendre la vérité non seulement d'une image mais aussi d'un son, je trouve ça assez extraordinaire, d'autant qu'ils se contentent pas de seulement travailler sur la musique de l'époque, sur les discours, etc. C'est aussi tous les petits micro-détails qu'il a retravaillé. Alors je sais pas exactement comment il a fait, mais par exemple quelqu'un qui va tapoter de son doigt une table, des fois il va parfois l'amplifier de sorte qu'on entende précisément ce son-là. Et donc en fait ça crée une espèce là, dans la bande-annonce, on le voit bien, il y a tout un rythme qui est scandé par les mouvements, etc., des gens en rythme avec la musique. Et en fait, c'est un être-là de tous ces gens-là qui ont participé à ces mouvements politiques et qui ont donné lieu à la guerre au Congo, etc., qui est assez impressionnant. Et par ailleurs, ce que j'ai aussi pas mal apprécié, c'est la manière dont les événements nous sont contés, non pas par une voix off, il y en a une, mais elle est pas très présente, elle est pas tout le temps présente, mais aussi par des citations de journaux, et pas que de discours, d'écrivains qui ont pu travailler sur le sujet. Et je trouve ça très intelligent de nous mettre les sources avec lesquelles il a travaillé pour pouvoir reconstituer tout le déroulé, la chronologie des faits et disons pas les manigances politiques, si les manigances politiques, mais disons d'essayer de déchiffrer en fait ce qui s'est passé à tous les niveaux, à toutes les strates des intervenants qui ont abouti à l'assassinat, de mettre les sources. Dans le sens où, en fait, là, il nous fait un vrai travail d'historien qui cite les sources, etc. Qui va aussi lutter contre les fake news et les décontextualisations des images d'archives travailler en profondeur, en fait, qu'est-ce que c'est que la vérité d'une image en partant par le son, en fait, et la citation des sources, et je trouve ça assez extraordinaire. Moi, j'ai toujours peur de... j'ai cette fâcheuse tendance depuis plus de 25 ans d'avoir plein d'idées et peut-être d'oublier un peu les idées. Donc, je me suis permis d'écrire un tout petit texte, mais vraiment assez court, et je vais vous le lire si ça ne vous dérange pas. Il y a dans Soundtrack to a coup d'État une respiration qui ne relève pas du seul cinéma, une manière de laisser les images travailler le temps, de faire du montage un espace moral, une mesure du désordre du monde. Johan Grimond-Prez ne filme pas, il exhume, il réoriente, il écoute ce que les archives, ces voix mortes, peuvent encore dire.
Le film, traversé par le jazz comme par une coulée de lave sous la surface des discours, fait du rythme une arme politique, une polyphonie de blessures et de résistance. Le dispositif, à première vue simple, c'est-à-dire un récit qui est tissé exclusivement d'images d'archives, sans voix off, plus ou moins, ou de commentaires pour le coup, se révèle d'une complexité somptueuse. Chaque plan, chaque coupure s'agence comme une note dans une partition où le chaos de l'histoire devient musique. Car ici, c'est bien le jazz qui pense. C'est pas le jazz fétiché, celui des clubs et des disques, mais celui qui, par l'improvisation, dit la fracture, l'ambiguïté d'une Amérique en voyant ses musiciens noirs, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Nina Simone, Max Roach, servir la diplomatie culturelle pendant qu'elle mutile ses propres enfants et soutient les assassins de Patrice Lumumba. Le film avance sans narration autoritaire, laissant la mémoire du Congo, celle des empires, se déplier dans ses strates, ses contradictions. On y croise la CIA, Eisenhower, Khrouchtchev, et des visages d'artistes qui ne savent pas toujours de quel côté ils jouent. Grimond Prez, il faut rappeler quand même, c'est un cinéaste belge, sculptant l'ombre portée de son propre pays, ne moralise jamais. Il n'accuse pas, j'ai l'impression, il laisse les faits s'accumuler jusqu'à l'étouffement, et de cette asphyxie naît une sorte de lucidité un peu tragique. À mesure que le film défile, la matière du monde colonial se défait, les mines d'uranium du Katanga, les diplomates aux gestes compassés, les trompettes étincelantes d'Armstrong deviennent les reflets d'une même hypocrisie occidentale, celle d'un univers qui fait danser les peuples pendant qu'il les dépouille. Le montage de Grimond Prez n'est pas seulement une reconstitution, c'est une relecture, une manière d'inverser le sens de la lumière. Les documents d'archives dans leur grain deviennent chers, et les voix d'Abby Lincoln ou de Maya Angelou surgissent à la fin, transforment le récit en oratorio. Mais au-delà du réquisitoire, le film touche à quelque chose de plus secret. La mélancolie d'une histoire dont l'issue fut trahie avant même d'être vécue. Lumumba n'est pas seulement l'icône d'une indépendance avortée, il est la figure d'un cinéma possible, celui d'un monde qui aurait pu croire à sa propre liberté. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes par rapport à ce qu'on appelle le cinéma du Sud et son rapport à l'Occident au niveau des financements. Et le film parle de manière discrètement de ça aussi. Ce que le film accomplit avec une lenteur et une rigueur que peu osent encore, c'est la réinvention du documentaire comme poème critique. Il ne s'agit plus de restituer l'histoire, mais de la faire résonner, d'écouter, sous le fracas des nations et des idéologies, le battement obstiné d'un tambour, le souffle d'une trompette, le cri d'un peuple. Le cinéaste, en archéologue du visible, redonne aux images la dignité d'un doute. Son film n'est pas une leçon, c'est pas un écho, c'est plutôt un écho, un long écho vibrant où se mêlent la mémoire et la dissonance, la colère et la tendresse. Et je trouve que c'est pas seulement un documentaire sur le Congo et sur le Lumumba, c'est aussi un requiem pour les illusions du XXe siècle, mais un requiem chanté sur un tempo de jazz, qui à mon avis est l'aspect de mise en scène important et fondamental du film, c'est-à-dire un tempo syncopé, libre, traversé de silence, où l'histoire, pour le coup, reprend son souffle, et qui a toujours d'ailleurs traversé la filmographie de Grimond Prez. Le fait est qu'il a réussi, je ne sais pas comment il fait, à conjuguer le rythme du jazz avec le tempo du montage sur les films d'archives. Je trouve que c'est un geste énormément politique, pour le coup, et pas du tout didactique, mais très politique. Ce rapport au rythme du jazz et de pouvoir l'associer. Et je ne sais pas comment il fait par rapport au montage. Et quand tu vois les archives, je me suis amusé parfois à couper le son pour voir s'il y avait. Et je trouve que c'est criant de vérité. Et c'est un geste politique pour le coup. Mais moi, ça m'a fait penser un peu à la forme des vidéos-essais qu'on peut faire à l'université, où en fait, au lieu d'écrire un essai académique, etc., on travaille par l'image, on laisse l'image dire des choses, on travaille le son qui peut rentrer en coïncidence ou pas avec les images. Enfin, en tout cas, moi qui ai pratiqué il n'y a pas très longtemps, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Bon, après, sur une échelle, comme tu dis, démesurée. Enfin, nous, ça dure 2 minutes. Eux, ça dure 3 heures, le film, 2h30. Donc, non, c'est assez extraordinaire. Mais du coup, vas-y, Stéphane, je t'ai coupé, pardon. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un travail c'est vraiment un film qui redonne sa musique à l'histoire, d'une certaine manière, Et je trouve qu'il y a autant Grimond Prez a beaucoup à raconter. Il se concentre non seulement sur l'histoire de Lumumba, mais son récit foisonne. Ça vraiment. J'ai beaucoup logiquement pensé à ce qu'aurait pu faire Raoul Peck d'une histoire comme celle-ci aussi. Et
Raoul Peck y est directement associé puisqu'il a fait une fiction sur Lumumba qui est assez intéressante, à voir en complémentarité du film de Gris-Monpré justement pour comprendre encore mieux le contexte de l'époque. Mais il y a vraiment une musicalité qui est constante dans le film aussi. On comprend bien entendu, c'est presque un cliché de dire que le film est réalisé comme une partition de jazz, bien entendu, mais il y a vraiment une musicalité. Je trouve que l'idée que tu as d'écouter, de regarder le film sans le son, je pense que intrinsèquement, tu entendrais cette musique quand même, quoi qu'il arrive, en sous-jacent. Parce que cette musicalité, elle est rythmée presque par les gestes des personnages, puisqu'il s'agit de personnages historiques, mais quasiment de personnages d'un récit que Gris-Monpré raconte, que ce soit Khrouchtchev qui tape sur la table, ou que ce soit... Il y a un exemple du film, par exemple, qui m'a vraiment frappé dans la musicalité, dans la rythmique du film. Ce sont les interventions de Inkoli Jean Boffan, par exemple, qui est un des écrivains qui a un peu une voix, d'Annie Laferrière, qui est déjà très gutturale, très prononcée comme celle-ci, mais à chaque fois qu'il parle, il y a une gestuelle dans ses mains qui, en elle-même, porte justement cette couleur du jazz, finalement. Et je pense que Gris-Monpré a vraiment apporté énormément d'attention à tous ces intervenants-là, tous les intervenants qui eux-mêmes participeront à la rythmique du film. C'est ça que je trouve absolument passionnant. Et il redonne, dans ce côté rythmique, il y a souvent des répétitions. C'est là aussi où le film a tendance à se voir comme une partition également. C'est qu'il y a énormément de refrains qui reviennent finalement dans le film. Il y a bien entendu les deux guillemets qui ouvrent et qui ferment le film avec Max Roach et Abbé Lincoln, excuse-moi. Et Gris-Monpré redonne toute sa significance à ce geste en fait et à ce cri d'Abbé Lincoln à la fin du film, quand il y a cette incursion des femmes aux sessions des Nations Unies qui viennent protester contre suite à l'assassinat de Lumumba. Donc il y a vraiment une volonté d'imposer un rythme constant au film, une rythmique et une musicalité constante au film qui est assez impressionnante. Je trouve que les silences sont vraiment aussi très intéressants dans le film. Il y a particulièrement deux moments de silence, l'un où Coltrane, je pense que c'est sur le morceau Alabama où la musique s'arrête, quoi, en fait. Déjà, c'est un morceau qui, dans l'histoire afro-américaine des États-Unis est très importante. Et il y a un silencement finalement de cette musique à un moment tragique de l'histoire. Et il y a aussi ce moment où Eisenhower vocalise finalement le besoin de silencer Lumumba au début aux prémices de l'indépendance du Congo. Et c'est vraiment deux moments qui posent le récit et qui impliquent encore plus le spectateur, parce qu'il y a comme un climat de terreur qui accompagne ces moments de silence également. C'est un film qui est tellement foisonnant au niveau d'un son qui est toujours constant, d'une rythmique qui est toujours constante, que ces moments-là, te prennent aux tripes finalement en tant que spectateur et te glacent au moment où ils interviennent. Après, il y a deux incursions très très violentes justement du modernisme dans le film. Ce sont les pubs Apple et les pubs Tesla. Donc où là il y a vraiment c'est peut-être la seule incursion d'images non archivales finalement qui viennent perturber le récit pour replacer le spectateur dans le présent et dans les conséquences justement de ce que le récit évoque. Vis-à-vis de l'utilisation des métaux rares dans l'utilisation des technologies actuelles, par exemple. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté de Gris-Monpré de rythmer le film, non seulement avec des passages historiques et des citations très précises, comme le disait Zoé, des sources très, très bien identifiées, mais également de toujours nous rappeler à quel point ces dynamiques impérialistes, colonialistes, est toujours présente de nos jours, en fait, via l'incursion que le corporatisme moderne essaye d'instiller dans notre quotidien en faisant passer justement des messages via les bienfaits de la technologie, les bienfaits du modernisme, etc., pour imposer un message, un message très impactant. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté de Guy Monpré de reconnecter
à plusieurs moments du film le récit dans notre actualité. Encore que tu dis que c'est pas des images d'archives, mais c'est des images d'archives qui le sont. Oui. Oui, enfin, elles deviendront. C'est nos images d'archives à nous, on va dire. Soundtrack Tout coup d'État. Le film est sorti le 1er octobre, réalisé par Johan Grimond-Prez. Vous pouvez trouver aussi certains films qu'il a pu réaliser, qui sont souvent des films basés sur la même configuration, à savoir qui sonnent beaucoup, en tout cas l'archive. Le film est disponible, je pense, aussi sur le site de Arte TV, mais il faudrait vraiment confirmer ça. En tout cas, un film à voir, absolument. On passe au 3e film qui est sorti le 8 octobre, qui s'appelle tout simplement Nouvelle Vague. C'est le 23e ou 24e film du cinéaste américain texan Richard Linklater, qui s'intéresse à la jeunesse française. Autant dire que les jeunes Français qui sont dans le film ont au moins 30 ans, si ce n'est un peu plus. Et avant d'entendre Stéphane nous en parler, on va regarder cette bande-annonce. Et moi, je déteste les bandes-annonces, je m'en fous des bandes, mais j'aime bien cette bande-annonce. Allez, je vous la montre, c'est parti. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant. Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. On n'aura jamais J.T. Burger. I never even said that I'd do the picture. Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Allez, entrons dans l'histoire du cinéma. Oh! Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur. En 2 semaines, on a eu 8 demi-journées de travail. D'ailleurs, je pourrais très bien vous laisser tomber, vous et votre film. Vous commencez à comprendre. À demain. Chaque film est constitué de 5 films différents. Le film qu'on écrit, le film dont on distribue les rôles, le film qu'on tourne, le film qu'on monte et le film qu'on sort. Ne ralentis pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée. Il y a 2-3 petites choses avant que tu prennes la parole, mon cher Stéphane. Tout d'abord, je voudrais remercier Zoé pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Elle comprendra pour quelle raison je la remercie, mais c'était important quand même de le dire. Deuxièmement, j'aurais pu chanter la chanson Nouvelle Vague de Richard Anthony, qui d'ailleurs clôture, mais ça c'est pour les boomers que je suis. Et voilà, je ne la chanterai pas, bien évidemment. Et troisièmement, Stéphane, c'est à toi de prendre la parole. Je suis assez déçu que tu n'entonnes pas justement ces paroles. Vague. Chanteur misogyne par excellence. Je pense qu'il irait en prison aujourd'hui s'il est encore vivant. Je referme cette parenthèse. Très bien, je suis ravi que Ellie retrouve ses lunettes qui illustrent très bien. J'ai pas vu avec ses lunettes. Surtout qu'il a un public dans le train et qu'ils doivent se demander pourquoi il y a un tronc avec ses lunettes alors qu'il fait noir. Do you know Ellie Bartin? Je suis prêt à tout pour la critique. Au moins, vous êtes fixé là-dessus. Je suis prêt à revêtir les miennes également, mais bon, on va pas insister de trop à ce sujet. Et, non, film casse-gueule par excellence, quoi, en fait, c'est clair, parce que il y a énormément, Linklater fait face à énormément de risques, surtout en tant que spectateur français, bien évidemment, par rapport à ce que représente le film, par rapport à ce que représente Godard. Il y a le risque de la caricature, le risque de l'imitation, le risque de la recréation également, mais je pense que c'est ce qui m'a vraiment frappé de façon assez inattendue quand j'ai découvert le film au TIFF, au Festival de films de Toronto, c'est à quel point que c'était un film de Linklater avant tout, en fait. C'est un film qui s'inscrit vraiment très, très bien dans la filmographie de Linklater, parce que c'est un film de
de recréation et de récréation d'une certaine manière. Il y a un côté très très ludique dans la façon de filmer, un côté très qui garde quand même une certaine pudeur par rapport à son sujet. C'est un film là où je trouve que ça rejoint beaucoup des films, notamment dans l'aspect créatif de Linklater, c'est que il y a toujours eu un intérêt, que ça soit dans les before vis-à-vis de la création littéraire, on peut même, c'est un peu incongru, mais School of Rock, où il y a eu, pour la musique, même Days and Confused est vraiment très très marqué par la musique de l'époque également. Et puis là, le film sort aussi en même temps qu'il sort 2 films cette année. Il sort Blue Moon et il sort Nouvelle Vague. Et Blue Moon est également très marqué par la création musicale. Donc il y a vraiment cette volonté de Linklater d'explorer l'acte créatif, de pas forcément faire un film à la Godard ou de se replonger. Oui, certes, il utilise la même caméra que Godard pour À bout de souffle. Il y a le format de l'image qui nous ramène au film de l'époque également, mais il y a vraiment pas une volonté d'imitation et de collage à la manière de filmer de Godard qui dans le film. C'est vraiment plus qu'une autopsie de la Nouvelle Vague en elle-même. C'est un film de copains d'abord. On le ressent comme ça. Je pense que Eddie l'exprimait par exemple quand il est intervenu. Si tu permets de citer bien sûr dans Prisme, c'est que c'est avant d'être un film avec Godard, avec Truffaut, c'est un film avec Jean-Luc, avec François et avec les autres également. Je trouve qu'il y a vraiment la citation était très très pertinente parce qu'il y a vraiment une idée de se retrouver au milieu de cette bande de copains, et ça également ça marque ça inscrit le film pleinement dans la filmographie de Linklater, qui a toujours tourné justement autour de ses amitiés, principalement masculines, mais que ce soit de Everybody Wants Some à Dazed and Confused, il y a vraiment toujours cette volonté d'avoir une dynamique de groupe, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant dans le film de Linklater, avec cet aspect ludique de la création, et toujours une envie de s'approcher d'une bande de petits débrouillards, de petits des éléments perturbateurs, quoi, en fait, qui a certainement créé beaucoup d'intérêt, bien au-delà que de faire des références à un cinéma qui l'a très certainement marqué en tant que metteur en scène. Il le disait lui-même en interview, il a été très imprégné par ce film dès qu'il a commencé à filmer, mais c'est vraiment une volonté pour lui de s'approcher au plus près de la débrouillardise, du système D de cette bande de copains, pour voir comment ils s'en sortent, au milieu d'un contexte assez conservateur. Moi, je pense par rapport à ces spectateurs qui viennent acclamer les films que les critiques des cahiers du cinéma abordent lors des premières séquences du film, par exemple. On sent le climat de conservatisme de l'époque également, et c'est cette volonté de Trublion de bousculer un petit peu le système. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a dû motiver Linklater dans sa démarche. Et c'est ça qui rend le film assez étonnamment ludique et assez étonnamment satisfaisant, en fait, parce que quand on s'approche de figures aussi importantes que Godard, que Belmondo, Gene Seberg, Bogart, Pierre Rissian, voilà, et tout, parce que oui, il y a cette volonté de rester dans un groupe de très très masculin aussi, mais cet élément féminin était également extrêmement important, surtout quand on connaît la carrière de Seberg par la suite. Mais voilà, donc je trouve que c'est vraiment un film qui donne envie de se replonger aussi non seulement de se replonger dans À bout de souffle et dans la filmographie de Godard, mais de se replonger aussi dans la filmographie de Linklater, en fait. Moi, je voudrais réagir sur le fait que justement, pour moi, le problème fondamental, c'est qu'il y a un problème entre la forme et le fond, parce que tu dis que justement, il veut s'approcher au plus près de la débrouillardise d'un groupe de potes qui se lance dans le cinéma avec les moyens du bord, mais alors lui, il n'a pas du tout un système D pour faire son film. Hein. Globalement, c'est quand même une énorme production. Et moi, ça me gêne un petit peu, parce que, en fait, je le trouve à la fois hyper sincère dans ce qu'il veut dire sur Godard, sur la manière dont il l'aborde, sur la générosité avec laquelle il l'a fait, mais en même temps, moi je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'est un hommage, comment on rend hommage à quelqu'un sans le trahir sur tout un tas d'autres points, en fait.
En vrai, c'est une question intéressante, hein, donc on peut pas dire que ce soit non plus... Enfin, le fait que ça suscite ça comme question fait que c'est quand même un film intéressant à ce niveau-là. Mais après, il y a aussi plein de problèmes internes. Enfin, je suis désolée, mais c'est surécrit et les acteurs jouent pas très bien. À part Godard, le reste, il y a des dialogues. Enfin, c'est assez imbuvable. Hein. Au début, là, je repense à la soirée où en fait, je regardais puis je m'imaginais justement Linklater diriger ses acteurs et vraiment couper dès que hop la phrase elle est finie, on passe sur l'autre personnage, il dit sa phrase, hop on repasse sur l'autre personnage et moi j'arrivais pas à rentrer dans le film à cause de ça parce que bah en fait il y a la gouaille du langage des années 60-70 mais en fait il y a pas la spontanéité, ça manque complètement de spontanéité en réalité. Donc voilà, je passe le bâton la parole. Mais ça peut être aussi le côté perturbant et qui peut justement impacter ce visionnement-là, c'est ce côté un peu catalogue au début du film, avec la présentation des personnages face caméra, avec leur nom en synthé face à l'écran. C'est vrai qu'il y a une... On ne sait pas trop où le film se dirige à partir de là, quoi, finalement. À la limite, ça, c'est un peu un hommage ludique à Godard qui va dire et à la caméra Raoul Coutard en plein générique de manière tournitruante. Donc, ça, à la limite, c'est pas tant ça qui m'a dérangé, je dirais. Enfin, ça, c'est... Mais c'est un bon film pédagogique, en fait. Enfin, je trouve qu'il explique bien ce que c'était Godard et qu'est-ce que Godard essaie de faire avec le cinéma, comme un Américain peut l'expliquer à ses élèves en classe de cinéma sur le cinéma français, quoi. Donc, en vrai, c'est un bon film pédagogique, à mon sens. Mais Ellie. Je vais revenir sur ce que disait Zoé par rapport à Nouvelle Vague. Et c'est le fait qu'elle se plaignait notamment du côté un peu trop écrit du scénario et des répliques notamment qui la sortaient du film. Et je peux comprendre l'idée, mais en même temps, moi je trouve que le film est plutôt malin à ce niveau-là. Et justement, Linklater prend acte, je trouve, de cette idée-là pour questionner l'intellectualisme français de cette époque-là, et notamment masculin, à travers deux figures féminines qui vont être pour moi les enjeux principaux du film et les figures les plus intéressantes et importantes, que sont donc Susan Schiffman et Jean Seberg. Parce qu'en fait, si on regarde bien le film, on a beaucoup donc ces séquences où les mecs de la Nouvelle Vague vont parler entre eux, vont exprimer beaucoup d'idées de manière très très réfléchie, un télo parfois, et limite ridicule, c'est-à-dire que c'est excessif et on voit l'écriture en effet derrière tout ça, et c'est souvent contrecarré à côté, notamment par Schiffman, je trouve dès le début du film, avec ce moment où elle parle franchement à Godard qui hésite, qui lui fait part de ses hésitations sur la réalisation, et elle lui dit clairement, en gros, soit tu te dégonfles, soit tu le fais, mais faut qu'il bouge ses fesses, quoi, il n'y a pas 10 000 options. Et plus tard, quand ils sont tous réunis après la projection d'un film, en sortant du Champeau d'ailleurs, ils disent tous, ils sont tous en train de parler du film qu'ils viennent de voir, et Truffaut dit à Godard, soit vulnérable comme Nicolas Ray, ou insolent comme personne, cette tirade aussi de plein de cinéastes comme modèle à suivre pour Godard, et que Schiffman arrive derrière cette espèce de phrase qui semble sortie d'un texte tellement écrit que c'est pathétique, elle arrive juste en disant « bref, ne merde pas ». Et je trouve que là, il y a quelque chose d'assez touchant qui se passe, parce qu'en fait, justement, à travers les figures féminines, que Linklater du coup met en avant et met à l'honneur, mettre en avant Susan Schiffman dans un film sur la Nouvelle Vague, c'est quand même énorme, parce que c'est une figure qui est quand même vite oubliée, alors qu'elle a été essentielle à beaucoup de films à l'époque, que ce soit pour Truffaut et puis pour Rivette ensuite, donc elle a quand même co-réalisé Out 1 en 71, donc c'est déjà très très important, et je trouve que ce travail-là est prolongé avec Jean Seberg, qui déjà, comme elle ne parle pas le français parfaitement, s'adapte en fait à la langue comme elle peut, et en fait elle est vite très, très, très tranchante, très vive elle aussi, notamment vis-à-vis de Godard, qu'elle confronte tout le temps par rapport à ses idées, et qu'elle essaye de mettre à mal un peu en permanence, et c'est ça qui est assez touchant dans le film. Je trouve que c'est cette espèce de trajectoire de personnage qui va être à la fois peut-être en un sens, à mes yeux, le reflet des peurs de Godard vis-à-vis du film et d'à bout de souffle, parce qu'en fait elle incarne quand même cette idée de la star hollywoodienne qui débarque pour ce projet et qu'il faut essayer de modeler, de faire fondre dans cette espèce de modèle de production un peu inouï, mais qui en même temps résiste par son essence même de star américaine, mais qui grâce à ça aussi amène d'autres choses au film et casse l'idée d'un Godard démiurge, génie, parfait. C'est notamment elle qui va donner des très bonnes idées de mise en scène dans le film. Je pense à celle où Belmondo de lui tenir les mains comme ça, c'est elle qui souffle l'idée à Belmondo. Il y a l'improvisation finale sur le bogey et qu'est-ce que c'est dégueulasse, où on voit que Godard est pris de court, et c'est quelque chose d'assez intéressant. Et il y a cette espèce de défiance en permanence qui pour moi va dans cette idée que c'est un film basé sur l'idée du collectif,
sur l'idée de la rencontre entre différentes personnes à un moment donné, et que c'est pas du tout un film qui veut être un film sur Godard ou sur la Nouvelle Vague ou sur Abutouf, mais une sorte qui veut embrasser une forme d'émotion collective, d'individualité, de sommes d'individualité qui vont finalement à un moment donné s'aligner et réussir à faire quelque chose ensemble en étant Jean-Luc, Pierre, Suzanne, François et voilà, et pas forcément les grands noms qu'on connaît ensuite. Et c'est là où pour moi le pari de cette légèreté finalement face au risque d'intellectualisme et peut-être de pédanterie, voire même de clin d'œil un peu exagéré du film, voilà, Linklater évite tous ces écueils-là et arrive finalement à toucher juste et à toucher, je trouve, à être émouvant, et c'est une très très belle réussite pour moi avec Nouvelle Vague. Il y a une chose qui est assez intéressante dans le film, c'est que moi j'ai l'impression que on va prendre Belmondo, Godard et Kinseberg. J'ai toujours cette sensation que donc les comédiens et la comédienne qui incarnent ces trois personnages importants dans l'histoire du cinéma savent que nous, spectatrices, spectateurs, savons. Et donc, il y a une espèce de jeu entre eux et nous, à savoir, vous savez, nous savons que vous savez, donc on va recommencer quelque chose. Et ce recommencement va finalement se créer en commencement. C'est-à-dire, en gros, je sais où Belmondo, Michel Poicart meurt, dans telle rue, parce que le film me le dit. Eh bien, je retourne dans cette rue pour voir s'il y a toujours quelque chose de l'ordre du cinéma. Et donc, je recommence finalement quelque chose. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce film, dans lequel je ne vois absolument pas d'hommage à Godard et ni à la Nouvelle Vague. Et pourquoi je ne vois pas d'hommage à la Nouvelle Vague? Parce que si les intentions de Linklater étaient de rendre hommage à la Nouvelle Vague, je serais mort de rire dans le sens où il n'a rien compris en fait à la Nouvelle Vague. Parce que la Nouvelle Vague, d'abord, et désolé de faire mon professeur, alors que je ne suis pas du tout professeur, ce que je regrette peut-être, mais il y a d'abord la théorie. Il y a la théorie, c'est-à-dire les cahiers du cinéma, les années 50, c'est-à-dire peut-être l'élément le plus important. Et ensuite, ces jeunes deviennent jeunes, mais en même temps avec 10 ans de plus de bouteille, c'est-à-dire ils ont la trentaine, et là, ils vont faire les films. Ils vont donc concrétiser leurs théories et les transformer en film. Et là, donc, je me dis, ça ne peut pas être un hommage à Godard, ça peut pas être un hommage, encore que dans le film, il y a de temps en temps des extraits de certains de ces papiers, voire même des extraits aussi de papier de Truffaut. Il y a des petites choses comme ça, il s'amuse de ça, Linklater, et pour moi, c'est une fantaisie, ce film. Je ne pense pas, j'espère de tout mon cœur que ça ne soit pas un film pédagogique pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que cette période qui est peut-être, je pense que voilà, on parle des cahiers du cinéma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste objectivement certainement la revue de cinéma la plus importante dans l'histoire du cinéma. Ça, c'est quelque chose parce que sont sorties de cette revue des théories qui aujourd'hui sont utilisées par des cinéastes dont ils ne savent même pas que ça vient des cahiers du cinéma. Donc rien que pour ça, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, objectivement, je pense que c'est important. Mais ça peut pas être ça. Donc moi, je vois un cinéaste qui arrive et qui va s'amuser de cela, c'est-à-dire qu'il va s'amuser du fait que nous, spectatrices, spectateurs, qu'on n'ait jamais vu un film de Godard, peu importe, on sait qui est Godard. On sait c'est qui Godard, parce que Godard, c'est déjà une personnalité, des lunettes, la manière de parler et de dire je ne sais quoi. Donc, il joue de cela, et je pense que à partir de ce moment-là, c'est est-ce que le cinéma peut encore recommencer de la place où un mythe s'est installé. Et c'est pour ça que c'est pas un film sur le mythe. C'est un film de est-ce qu'on peut sortir de ce mythe-là? Parfois oui, et parfois non. Je suis très impressionné, par exemple, que il ne laisse pas une place importante à Susan Schiffman. Mais il parle de Susan Schiffman dans ce film. Je veux dire, il faut être connaisseur de Susan Schiffman. Enfin, je veux dire, c'est un personnage très important dans la Nouvelle Vague en tant que fabrication d'images. Hein. Et je trouve ça intéressant que ça se... Voilà. Et puis, il y a ce petit plan assez furtif, mais quand même qui est là, à savoir ce plan où, pratiquement à la fin du film, Godard montre son film
à Chabrol, Truffaut, Schiffman, et de Bourgard qui est à l'arrière-plan, mais qui est un personnage important aussi. Et en fait, on comprend qu'ils ont aimé le film et ça se termine sur Godard debout, l'écran derrière lui, et c'est Truffaut qui le rejoint et ils se prennent dans les bras. C'est une fantaisie parce que Linklater sait que nous savons que ces deux personnes vont se brouiller à vie plus tard. Et j'aime bien l'idée qu'ils partent de ça. Donc c'est un film qui peut être un peu scolaire, effectivement, en partant d'une base, mais c'est un film qui à mon avis, n'a pas cette prétention, je l'espère de tout mon cœur, qui n'a pas cette prétention de documenter une période théorique, mais aussi pratique de l'histoire du cinéma en France, parce que, bon, là, pour le coup, elle oublierait pas mal d'éléments et ce serait problématique. Non, je pense que c'est un film qui, à mon avis, Linklater se pose la question, et c'est ça qui est intéressant. Je vais aller ailleurs qu'aux États-Unis, Texas, et me poser cette question, est-ce que les mythes qui se sont installés, est-ce qu'on peut recommencer quelque chose de la place de ces mythes? Mais je pense pour moi, il a conscience de ça également. Il a conscience qu'il se prendrait les pieds dans le plat, justement, s'il filmait. Le titre en lui-même peut être un peu perturbant aussi. Il appelle son titre, son film Nouvelle Vague. Donc, on a une impression quand on débarque dans le film qu'on va avoir quelque chose de très didactique quand même sur cette période-là. Alors que c'est pas le cas. Je suis assez d'accord avec ton idée de fantaisie et de quelque chose de désorganisé qui est en filigrane dans toute la filmographie de Linklater. Là, en ce moment, il travaille sur un film qui va durer 20 ans, une comédie musicale qu'il a commencé à tourner il y a 2 ou 3 ans, qui va durer sur 3 ans. Boyhood, il y avait cette idée de fragmentation également, et de non-linéarité qu'on retrouve dans les Before également. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté joueur, ce côté ludique et ce côté de s'intégrer justement à une équipe de joueurs a été important pour lui. Là où j'irai dans votre sens, et je citerai un élément hors film, c'est que pendant la première à Cannes, il y a eu dans le ciel un espèce de jeu de drones géants qui s'est mis à dessiner la figure de Godard en grand, des drones allumés qui ont dessiné dans le ciel la figure de Godard dans le ciel. Bon, ça, c'était un petit peu étrange, mais en tout cas, ça va dans le sens de, effectivement, tant qu'à faire, allez, on fait des drones et on fait un Godard géant dans le ciel de Cannes, là où il a brillé ou pas à l'époque, il y a 70 ans de cela, voilà. Bon, voilà. Et le film termine justement sur... je trouve que ce moment est assez beau, justement, même si on connaît que on sait que cette amitié va être perturbée par la suite aussi, mais le film se termine sur une accolade. Donc, il y a vraiment cette idée de rester au plus près de l'amitié. Et juste avant cette scène, il y a aussi ce côté ludique de Chabrol, de Bourgard, etc., qui justement se mettent à la place de potentiels critiques qui pourront détester le film de Godard. Donc il y a cette idée de jeu permanente qui est en tant que spectateur assez enthousiasmante quand même. Il y a un plan dans le film aussi, et après soit on passe au prochain film, mais quand même il y a un plan dans ce film que je trouve vraiment très beau, très très beau. C'est le plan dégueulasse, c'est-à-dire c'est le moment où on voit la reconstitution du final d'À bout de souffle, c'est-à-dire donc Michel Poicart, alias Jean-Paul Belmondo. Il vient de se faire dénoncer par sa copine, jouée par Jean Seberg. Il vient de se faire tuer, il est allongé, il est à moitié mort, et elle est là, elle est proche de lui. Et à ce moment-là, il y a Godard qui dit à Jean Seberg, fouille ses poches. Et Seberg lui dit non, c'est pas mon personnage, je vois pas ça comme ça, c'est pas possible. Il insiste. Non. Tournage arrêté, puis ils reviennent sur le tournage, et là, c'est là qu'elle improvise, entre parenthèses. Factuellement, nous ne savons pas vraiment comment les choses se sont passées, mais voilà, c'est une fantaisie, et c'est là qu'elle dit qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse. Et à ce moment-là, parce qu'il lui dit Belmondo, tu es dégueulasse, et elle lui répond qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse. Et à ce moment-là, le film est terminé, enfin voilà, tout le monde applaudit cette improvisation de Seberg, et il y a ce moment incroyable
où la caméra s'attarde sur Godard et pour la première fois, j'ai l'impression que Godard, il est hors champ. Alors, on parle quand même d'un cinéaste qui a toujours questionné ce mode opératoire, cette configuration, le champ contre champ, le hors-champ. Il ne dit rien, il a toujours ses lunettes noires sur... il ne dit pas grand-chose, mais... Et c'est la seule fois où il ne dit pas grand-chose d'ailleurs. C'est le seul moment où il dit rien. Il n'a rien à dire. Il est tellement envahi par ce personnage, par l'émotion et ce personnage qui a pris sa place dans le cadre, et lui, il est hors champ. Et c'est le seul moment... qui se reflète sur ses lunettes. Et qui se reflète sur ses lunettes. Il ne dit rien. C'est le seul moment où il ne dit rien. Il est en retard. Et elle est en avance. Et ce petit moment-là, il me dit, tiens, est-ce que finalement le film, il a fait ce film pour ça? Est-ce que Linklater fait ce film pour en arriver à ça? C'est peut-être un accident de parcours. Peut-être que je vois des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais en tout cas, ce que je vois et ce qui est bel et bien réel, c'est que Godard, pour la première fois depuis le début du film, il ne dit rien et on lui a fait fermer son clapet. Et il y a une résonance très forte aujourd'hui, je pense, aussi avec ce que le cinéma est devenu du côté... comment le cinéma ne peut plus faire jouer, comme disait Truffaut, le cinéma, c'est de faire de belles choses à de jolies femmes. C'est ça le cinéma. Et ben, ce plan-là contredit Truffaut en lui disant non, ça n'est plus comme ça aujourd'hui le cinéma. Et c'est très bien ainsi. Voilà. C'est pour ça que le film ne peut pas être un hommage à cette période-là. C'est un film qui part de cette période-là aussi pour comprendre un peu comment les choses évoluent par le prisme du regard de Linklater. J'aime beaucoup ce petit moment-là, en tout cas. Il y a peut-être la nostalgie qu'exprime Linklater, elle n'est pas tant située sur une époque qui finalement est relativement courte quand on y regarde rétrospectivement aussi, mais sur cette idée de perpétuation aussi, quoi. Comment est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle de retrouver cet esprit de camaraderie et de débrouillardise que cette époque et ce contexte offraient à l'époque. Dans notre époque actuelle, justement, comment cette époque-là résonne, quoi, finalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça continue de se perpétuer et juste, c'est pas forcément ces petits groupes-là d'amis qui vont faire du cinéma qui vont forcément atteindre les sommets en termes de gloire, etc. Mais pour moi, ça a toujours existé, ça continue d'exister sous toutes ses formes. Nos revues, que ce soit Super Seven, Tsunami, etc., c'est des revues d'amis, en fait. Et chez nous, Grégoire travaille sur des films, forcément, il y a une énergie créatrice qui continue de résonner et qui est pas propre à cette époque, à mon sens, qui a toujours été là et qui sera toujours là. C'est-à-dire que tu as des jeunes qui ont pas un rond et qui vont se réunir et qui vont faire des choses et puis ça va peut-être aboutir un jour à quelque chose de plus grand qu'eux et puis c'est très bien et j'ai pas l'impression que ce soit juste la nouvelle vague et les années 60, quoi. Comme il y a eu aussi des générations de critiques de cinéma dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, une génération de cinéastes. Oui, non, je pense que le film ne va pas vers ça en tout cas. Mais c'est très intéressant que tu aies évoqué et Super Seven, mais aussi Tsunami, parce que c'est vrai que on est arrivé à un certain âge, les critiques de cinéma parfois, et j'en fais partie pour le coup de ce certain âge, peuvent oublier que on reproduit, je pense pas reproduire, mais on reproduit le schéma qu'on a critiqué quand on avait 20 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi de l'évoquer. Mais je pense pas que Stéphane, je veux pas être l'avocat de Stéphane, mais je pense pas qu'il allait dans ce sens-là, à mon avis. Non, je pense que je me plaçais plus par rapport au regard de Linklater, qui est aussi d'une génération supérieure. Et bien entendu, dans le contexte actuel, il y a toujours cette énergie créatrice qui est présente, quoi. Elle a été présente dans toutes les époques et dans toutes les géographies également. C'est pas limité à la nouvelle vague française. La nouvelle vague a été suivie par de nombreuses vaguelettes dans des continents divers. Donc, des tsunamis. Des tsunamis. Et des raz-de-marée. La petite dernière, c'est le troisième long métrage de fiction de Afzia Herzi, qu'on a connu d'abord
en tant que comédienne dans le film La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche, dont on attend avec impatience son dernier film début décembre, je referme la parenthèse, et son 3e long métrage de fiction, donc La Petite Dernière, qui a eu, si je me trompe pas, même si je n'y étais pas, mais peut-être que Ellie et Zoé me le confirmeront, mais en tout cas qui a eu un retour critique très positif au Festival de Cannes, et qui d'ailleurs a un retour critique aussi assez positif actuellement. On regarde la bande-annonce. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Yéma? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment putain avec ton mari? On sera pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. Pédale, on se la roule. Quelle pédale? Votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, hein. L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Fatima, 17 ans, est la petite dernière d'une fratrie composée de 3 filles en tout, avec Fatima. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Voilà ce que dit le synopsis, en tout cas, du film. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris. D'ailleurs, on la voit passer son bac et l'obtenir, et découvre un tout nouveau monde, alors que débute sa vie de jeune femme. Elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. On est au cœur de l'islam. La religion, c'est l'islam. Juste un aspect quand même qui est assez important, c'est une adaptation d'un livre qui est sorti, qui a été publié, en 2020, si je me trompe pas. La petite dernière est écrite par Fatima Taas, et l'actrice Nadia Meliti a reçu, si je me trompe pas, le prix d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes. C'est important aussi de préciser ces aspects-là. En fait, je trouve que c'est quand même un film assez compliqué, dans le sens où déjà c'est une adaptation, donc elle tombe dans des écueils d'adaptation qui font que c'est pas tout à fait de son ressort, mais que faudrait avoir lu le livre pour pouvoir prendre l'ampleur de ce qu'elle apporte, etc., et de ce qui est déjà présent dans le livre. Mais en fait, pour moi, à mon sens, le problème principal, c'est que c'est un film qui veut parler de politique, de la relation, de politique du désir, etc. Parce que voilà, c'est quand même un désir qui est fondamentalement empêché par sa classe sociale, sa religion, sa famille, par tout un tas d'éléments qui fait que son désir est entravé, ou en tout cas ne peut pas être exprimé librement au vu de son entourage, et donc le vivre dans le secret, etc. Et pour moi, le problème fondamental, c'est que ça manque de politique, absolument. C'est-à-dire que tous ces problèmes amoureux vont être en lien avec une forme de pathologisation des affects. La première copine, elle a une dépression. Il y a toujours un problème qui est lié avec une individualité en particulier, et c'est pas remis dans un système. En fait, disons que tous les problèmes ne surgissent que de ces individualités et de leurs problèmes à gérer des émotions, etc. Et c'est jamais finalement la religion, la politique, le patriarcat qui va remettre en question
la manière de vivre ces histoires d'amour, mais c'est toujours un problème. Quand je dis l'individu, je pense vraiment à vraiment tout un discours psy autour des relations amoureuses qui, moi, a tendance un peu à m'énerver, où en fait, c'est l'émotion va prendre le dessus et c'est jamais un système. En fait, on pose pas les questions de savoir d'où naît le désir, comment il naît, comment il peut se développer en termes de système politico-social. Enfin, je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, mais pour moi, ça, c'est un problème c'est un problème chez Afsar Yazzi, mais c'est aussi un problème que je retrouve aussi globalement dans d'autres films d'histoire d'amour, etc. Si on prend en termes de genre ce film, le film d'amour, voilà. Après, au-delà de ça, je trouve que un autre problème fondamental, c'est que en fait, on comprend rien des personnages. Enfin, en fait, elle fait des scènes de date où ça va être des questions-réponses un peu bateau, ce qui peut être assez intéressant dans la mesure où un date par site de rencontre, c'est toujours un peu comme ça, où on se pose des questions un peu nulles, qui en dit vraiment pas très très long sur une personne, à savoir tu fais ça comme sport, bon très bien. Ah c'est quoi ta famille, t'as des frères, t'as des sœurs, et en fait on en reste à ce niveau-là pendant toute l'histoire. Et je trouve que les personnages, une fois qu'ils ont dit ça, ils ne se disent plus rien, jamais plus rien. Et du coup, j'ai du mal à comprendre leur relation entre eux parce que, à part cette dit, oui, j'ai 3 frères et sœurs et j'aime le foot, ils se disent vraiment rien d'autre. Et au-delà de ça, il y a aussi un problème où, il y a aucune alchimie entre les personnes, enfin, les acteurs entre eux, je trouve. Bon, ça, c'est un autre problème, mais du coup, je trouve que le film ne fonctionne sur quasiment aucun niveau. Il y a quelques scènes que je peux sauver, genre la scène de fin avec la mère où elle se met à pleurer. Parce qu'elle n'arrive pas à dire à sa mère ce qui se passe vraiment et juste il y a les larmes qui sortent. Et Afsar Yazzi fait durer la scène. On la voit pleurer, pleurer. Mais elle n'arrête pas la scène très rapidement. Enfin, ça prend du temps, on la voit replonger dans une crise de larmes, etc. Et ça, je trouve ça assez cool. Franchement, cette scène est vraiment bien. Mais c'est vraiment par ponctualité qu'on peut trouver des trucs qui sont assez intéressants en termes de mise en scène et de jeu d'acteur et tout ce qu'on veut, quoi, globalement. Je l'ai vu qu'une seule fois, le film. Ça m'aurait peut-être intéressé de le revoir une seconde fois et je pense que je le reverrai. J'ai été profondément, j'ai déjà vu ces 2 premiers longs métrages de fiction de la cinéaste. Je n'ai pas lu le livre, donc je tiens à le dire. J'ai pas lu le livre. J'ai été vraiment extrêmement, je suis très dubitatif face à ce film. C'est-à-dire que au début, je vois effectivement une espèce de cheminement, une espèce de démarche et filmique, mais aussi une démarche de la construction du personnage, Fatima. Et je me dis que si le film, peut-être en moi, ne fonctionne pas, a du mal à démarrer, c'est peut-être aussi parce que Afsar Yazzi veut épouser cette incapacité de la part du personnage féminin à comprendre un peu où elle veut aller, son orientation sexuelle, et donc ça épouse. Et je me dis pourquoi pas. Et en fait, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, c'est-à-dire jusqu'à la fin, même la séquence finale avec la mère, que pour moi, en fait, ce film c'est un film programme. C'est un film programme. C'est-à-dire que je vois déjà avec beaucoup d'avance vers quoi elle veut m'emmener à Hafsia, c'est-à-dire sur des scénettes, des époques, des périodes, d'une espèce de questionnement de la vie d'une jeune adolescente qui devient une jeune femme et par le prisme de sa sexualité. Je vois ça déjà arriver et le problème c'est que ça arrive réellement. À côté de cela, il y a toujours un film qui est là, une espèce de film monstre, nombre un peu compliqué, un fantôme qu'elle a du mal à gérer. C'est la vie d'Adèle de Keshish. Il y a même des moments dans ce film, il y a même des plans, qui dialoguent avec certains plans du film de Keshish et dans le contenu, mais aussi dans la forme. Et là, je me dis,
y a quelque chose et je ne peux et c'est très intriguant parce que je ne peux à ce moment-là, je ne suis plus spectateur, je suis celui qui est critique de cinéma et qui va comparer les deux films en disant oui, mais là tu vois Keshish, il prend quand même le temps d'installer quelque chose. Peut-être qu'il se trompe, on s'en fout en fait, mais il prend le temps. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que Hafsia Herzi, et tu l'as très bien dit Zoé, il y a un sujet, elle le contourne. Parfois, elle veut l'attaquer, elle veut le questionner frontalement, mais elle a du mal, elle le contourne. C'est l'islam. Le film s'ouvre quand même, c'est pas moi qui l'invente, c'est le film. Le film s'ouvre sur Fatima en train de prier. Et on va mettre plus d'1h20 ou 1h40, voire 1h30 à arriver à ça, c'est-à-dire la rencontre entre l'imam joué par Abdelali Mamoun, qui est un imam connu, qui a fait pas mal d'émissions sur Beurre FM, qui est très très connu dans ce milieu-là, voilà, qui fait pas mal d'émissions sur la religion, tout ça. Et en fait, ce plan d'ouverture, je me dis, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'elle l'attaque, qu'elle le questionne frontalement, parce que c'est ça en fait. Et effectivement, il y a cette réunion, cette rencontre. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est pas ce que dit l'imam. Hein. Je m'en fiche un peu de ce que dit l'imam, en fait. Parce que l'imam se ravise à un moment en disant oui, voilà, c'est l'islam, c'est comme ça. Et puis après, il comprend 2-3 petites choses. Il dit oui, mais en fait, c'est pas que l'islam, c'est toutes les religions. Mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est ce que l'on voit, le dialogue qui est construit, c'est exactement la problématique du film. C'est exactement ce qui ne va pas dans ce film. C'est que il y a une cinéaste qui a une belle histoire, parce que cette histoire, elle est déjà écrite. Et qu'est-ce que j'en fais de cette histoire? Qu'est-ce que j'en fais réellement de cette histoire? Ou pourquoi j'ai besoin de cette histoire? Qu'est-ce que j'ai envie réellement de filmer? Elle va mettre plus d'1h30 à nous dire, en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de filmer, et en même temps, elle se ravise. Et c'est là où je comprends pas, parce que ça devient un film commun sur le cheminement, la démarche d'une adolescente qui devient femme et qui affirme et qui s'affirme de par sa sexualité en disant mais je suis lesbienne et je veux aussi pratiquer ma religion. C'est très beau, c'est magnifique ça. Mais je pense que la cinéaste ne va pas jusqu'au bout du désir qu'elle a d'utiliser le cinéma pour raconter cette histoire. Et je pense que le film se ment à lui-même. C'est un film qui pourrait être extrêmement politique par rapport à la religion, donc par rapport à l'islam. Ça peut être d'autres religions, peu importe, je m'en fous. Là, pour le coup, Fatima, elle est musulmane et elle prie. Et c'est pas un problème pour elle. Mais elle se dit, ça peut être un problème parce que dans la religion, il y a des textes, c'est ce que dit l'imam. Hein. Je sors pas du film. Les textes disent, ça peut pas conjuguer. Mais dans la manière qu'elle a de filmer ce moment-là, qu'on attend avec impatience, en fait, on attend le moment, comme on attend la fin, en fait. On se dit, à un moment, elle va parler avec sa mère. Parce qu'il y a un petit moment, un petit plan où ils sont tous ensemble en train de déjeuner et la mère, elle jette un regard sur Fatima. On se dit, c'est le teaser de quelque chose. C'est le teaser de la grande scène à venir. Et c'est là où ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que c'est un film programme. Parce que c'est un film qui remplit les cases. Mais de temps en temps, non, je vais pas demander à un film ce qu'il a envie, que j'ai envie, mais ça serait intéressant aussi que les cases, elle les colorie certes, mais elle dépasse les cases, elle dépasse les limites. Et c'est ça peut-être qui manque à ce film, je crois. Et je ne comprends pas, je l'avoue, je ne comprends pas cette adhésion critique vis-à-vis de ce film. Et c'est intéressant, ça me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est un film qui suscite un intérêt grandissant parce que ça parle d'une musulmane, de son homosexualité? Et si c'est exactement ça qui plaît aujourd'hui à la critique de cinéma, là, pour le coup, pour moi, ça devient un problème. Ça devient un gros problème. Parce que dialectiquement, il y a quelque chose qui me font... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, Hafsia, tu as eu envie de faire ce film. Et je pense qu'on en sort sans aucune réponse. Et c'est là où ça me gêne. Élie.
Oui, alors moi sur la petite dernière, c'est un film que je trouve extrêmement frustrant et je rejoins assez facilement en fait les avis de Samir et Zoé dessus parce que pour moi c'est un film qui finit par rater sa cible en fait et à manquer de consistance sur son sujet, notamment dans la dimension politique et qui inclut à la fois donc la question de l'émancipation de ce personnage et par rapport à son milieu social notamment et en tant que femme arabe qui qui se rend compte de son lesbianisme et qui veut vivre avec. Et à côté de ça, du coup, la question de la religion, qui est pour moi un enjeu qui est finalement à la fois balayé et qui d'un coup revient sur le devant de la scène, comme Samir en parle très bien avec cette scène avec l'imam, mais qui aussi incarne les travers du film en fait, où on a l'impression que Afia Herzi n'arrive jamais vraiment à savoir comment transcender et dépasser son matériau de base, donc qui est cette espèce d'histoire très bien construite, assez charmante en soi et assez belle et assez touchante par principe, mais dans le cadre de laquelle elle n'arrive pas à apporter d'aspérité, de petites touches de complexité réelle à travers ce personnage de Fatima. Donc finalement, on va voir que voilà une sorte de chronique épisodique à l'imagerie finalement assez positiviste, c'est-à-dire sur le parcours d'émancipation et encore une fois d'éveil au lesbianisme et de découverte de soi qu'elle va avoir. Et je trouve que c'est là où le film du coup finit par en fait s'uniformiser, se lisser complètement, et on perd le côté un peu brut, organique, vivant et composite des films précédents d'Afia Herzi, Tu mérites un amour et Bonne Mère, où justement je trouve qu'elle arrivait beaucoup plus à imbriquer cette dimension religieuse et ou politique, sociale, dans des récits qui restaient très linéaires et limpides, mais voilà, qui d'un coup, je sais pas, comportaient une forme de magma un peu en fusion au fond d'eux et qui demandait à ressortir par bribes dans certaines séquences. Dans la petite dernière, je trouve que au final, le film se suit sans déplaisir, mais il n'y a pas un moment où on a l'impression que le film prend vraiment son envol ou s'écarte de cette espèce de scénario évident où on devine évidemment les tenants et les aboutissants au bout de 3 minutes, parce que finalement, ça va être un récit très balisé, qu'on a déjà vu 10 000 fois. Et malgré tout le travail de Nadia Meliti, qui est une très très bonne comédienne et qui donne vraiment tout sur ce film, ainsi que même des rôles secondaires, Jimin Park ou la famille, qui donne vraiment une incarnation physique à ce film et à ce récit, je trouve que dans la mise en scène, malheureusement, Herzi n'arrive pas à jongler un peu plus là-dedans, à nous faire rentrer en cohésion avec les contradictions de ce personnage-là, autrement que par des espèces de procédés un peu démonstratifs, que ce soit par le dialogue, notamment cette scène avec l'imam qui finalement se résume à un chant contre chant un peu banal qui va exposer la thèse sur le sujet, mais on va pas vraiment avoir cette espèce de lutte, de rapport d'image entre elles, notamment dont on parlait Samir, cette espèce de plan introductif de prière qui finalement va jamais être re-questionné par d'autres séquences. Et l'idée, ça va simplement être de voir comment Fatima arrive de son point 1 au point B sans vraiment la confronter à des difficultés réelles, j'ai l'impression, humaines, métaphysiques, existentielles, et du doute réel. Le film ne doute jamais, en fait, j'ai l'impression, et ça, c'est un truc qui me questionne beaucoup sur le regard qu'a Afia Herzi là-dessus. Et je trouve que c'est un peu mes grosses limites avec celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai vu, donc j'ai pas forcément non plus tout le film en tête, et je pourrais dire qu'il y a un point bonus pour la scène de fin où elle se met à jouer au foot, parce que évidemment le point foot est toujours important pour moi sur un film, donc ça c'est plutôt bienvenu, et il y a quelques belles séquences, notamment le rapport à la mère et l'accrochage de diplôme, ces espèces de non-dits qu'il peut y avoir parfois qui arrivent à pointer le bout de leur nez, mais malgré tout ça, malgré ces petits efforts, je trouve que il y a quand même une sorte de je vais pas dire que c'est pas comme la démonstration du Paneï, mais il y a quand même encore cette espèce d'idée de balise, de film en flux tendu, mais tellement trop tendu que en fait on n'est pas un funambule dessus réellement, on décide de se laisser tomber au bout d'un moment, parce qu'en fait on voit bien que la destination nous importe plus tant que ça finalement. Donc voilà, c'est un peu regrettable, mais ça n'empêche pas que je pense que Herzi a malgré tout quand même une manière de filmer les gens et une science dans le regard, une sorte de sensibilité, d'empathie qui arrive à créer de l'émotion tout en ayant malgré les limites de son film. Et ça, par contre, ça reste une vraie qualité, et c'est ce qui fait que je suis toujours curieux de savoir ce qu'elle va faire ensuite, parce que je pense que le regard d'Herzi a quelque chose de précieux en soi, et ça reste une des voies à suivre, je pense, dans le cinéma français.
D'après ce qu'elle a l'air de dire en interview, j'ai un souvenir qui est un peu lointain, je dois avouer, du film, puisque je l'ai vu vraiment au tout début du TIFF. Mais elle est partie essentiellement du personnage, d'après ce que j'ai pu comprendre de ses interviews. C'est vraiment un personnage qui est rare au cinéma. Elle a voulu mettre en lumière justement un bouillonnement d'identité au pluriel qu'elle souhaitait aborder parce qu'il était rarement filmé en fait. Mais je pense que voilà, il y a cette dichotomie entre une approche très sensible, très sensuelle. C'est un film qui est assez corporel quand même dans sa manière de filmer. On est toujours sur la silhouette de Fatima. On a quand même des interactions corporelles qui sont très délicatement filmées aussi. Il y a une dynamique, notamment au niveau familial, dans les scènes de cuisine, qui est assez intéressante également par rapport à la staticité du salon dans lequel le père et les figures masculines se trouvent, par exemple, qui est quand même assez intéressante. Mais je comprends peut-être l'engouement critique et public qu'on a pu voir aussi ici au Canada, mais peut-être plus sensible justement à cette approche sensuelle et sensible du film par rapport au choix un petit peu hasardeux de mise en scène d'Afsia. Il y a quelque chose où elle sait pas. On a l'impression qu'elle sait pas exactement comment maîtriser justement cette mise en scène, comment bien guider son personnage. Elle suit son personnage, mais on ne sait pas où elle va l'amener d'une certaine manière. Mais je suis désolée, mais cette sensualité et cette sensibilité, elle est amenée, par exemple, au travers de scènes de fête qu'on pourrait voir dans n'importe quel film français qui fait des scènes très de commun. fête. Je suis désolée, mais moi, déjà, c'est quelque chose qui m'énerve de manière générale. Mais alors là, encore plus, d'autant plus, comme on en discutait avec Nicolas hier soir, c'est censé être quand même une culture. Nicolas Moreno, qui est le rédacteur, un des rédacteurs en chef de la revue Tsunami, pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Je name drop. Bref, en tout cas, on en discutait, on disait que la fête dans la culture queer est quand même ultra importante, et pourtant, elle la filme comme je l'ai déjà vu 1000 fois au cinéma, pour une fête complètement lambda avec que des hétéros aussi, quoi. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même presque grave dans la mesure où, je sais pas si elle va, les gens qu'elle souhaite factuellement représenter comme elle a l'air de le dire, vont se sentir représentés là-dedans, dans la mesure où finalement c'est pas une fête qui est propre à une fête queer, quoi. Enfin, il me semble pas, j'ai pas l'impression. Je suis assez d'accord aussi sur le point positif de la scène finale que Zoé illustrait aussi. Là, justement, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de moments de latence comme celui-ci aussi, où justement Afsia Hirsi laisse le temps au silence de se poser également. Il y a vraiment quelque chose c'est là où j'ai trouvé le film me touchait sensiblement personnellement, c'est justement dans cette durée qui est posée sur la fin de film, où on comprend beaucoup des rapports familiaux aussi, parce que le film est bien entendu très axé sur le point de vue de Fatima aussi, mais là on perçoit aussi le point de vue de la mère et des relations mère-fille qui est aussi intéressant à observer. Mais on aurait souhaité avoir beaucoup plus de moments de latence dans le parcours. Il y a quelque chose d'assez épisodique finalement dans le parcours de Fatima tout au long du film. Et je pense que si ces épisodes étaient ponctués justement de moments de pause, ça aurait apporté un rythme peut-être un peu plus intéressant au film. Bon, en tout cas, la petite dernière, le film est encore disponible. Le film est encore en salle, donc on vous invite vraiment à aller voir ce film qui stimule énormément. Le dernier film de Afsia Hirsi. Merci beaucoup Stéphane, Michel. Je rappelle, critique de cinéma pour la revue On se fait un ciné. Et vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations concernant cette revue. Zoé, qui était là avec nous aussi, merci à toi. C'était un plaisir que tu écris pour Tsunami. Et en tout cas, c'était un véritable plaisir. Et effectivement, quelques complications d'ordre technologique logistique avec Elie Bartin, que je rappelle, critique du cinéma pour Super 7, les cahiers du cinéma et On se fait un ciné. En tout cas,
les 4 films, Un simple accident de Jafar Panahi, Nouvelle vague de Richard Linklater, Soundtrack to Coup d'état de... J'ai oublié son nom, mais bien évidemment, on est en direct. Ce cinéaste belge important, Johan Grimond-Prez, et la petite dernière, le dernier film de Hafsia Herzi. Et Ellie est de retour avec nous, peut-être, mais en tout cas, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Voilà, on enregistre le soir, je suis un peu perdu, un peu déstabilisé. Merci en tout cas d'avoir suivi ce 3e épisode de Bande des 4. C'était un plaisir et on se retrouve pour le 4e épisode assez vite. Merci à vous 3, merci beaucoup. Merci Samir. Merci. Merci Samir, merci à tous et désolé pour le train. Au calme. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and